Bonjour à tous. Alors, j'espère que tout le monde m'entend correctement. Oui, on t'entend. Bienvenue à ce troisième webinaire. Certains, je vois des nous allons parler de cette série « Peut-elle façonner l'idée de demain ?» avec une présentation pour comment apprendre prise à une focus sur la fouille. Alors, comme à l'habitude, une petite trentaine, 30-35 minutes d'exposé réserve pour éventuellement réagir par des commentaires. Guillaume, si tu es prêt, je vais te laisser. Oui, on t'a un peu mal entendu. Mais donc, bienvenue à tous. Et je vais... vidéo, je crois, le démarrage. Denis? C'est à toi, je te laisse parler. Ok. Donc, bienvenue à tous. Et donc, je vais présenter ce troisième webinaire de la série, comment apprendre TRIZ à une IA, focus sur la fouille de données. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Guillaume Guarino, je suis ingénieur de recherche dans la chaire AIAR, et donc je suis ingénieur en mécatronique de formation, et j'ai effectué ma thèse encadrée par Denis Cavalucci, également dans la chaire, et j'ai travaillé sur les problématiques de fouille de données et de contradiction, en particulier pour TRIZ. Ce webinaire va se découper en 3 parties principales. Donc, dans la première partie, je vais redéfinir ou vous rappeler les concepts de TRIZ que je vais utiliser par la suite, et je vais aussi vous montrer en quoi l'IA peut permettre d'augmenter TRIZ. Dans une deuxième partie, je vais vous exposer un peu ce qu'est l'IA et quels algorithmes on va utiliser. Dans une troisième partie, on va voir concrètement ce qui est en place sur nos serveurs et les API et modèles qui peuvent vous aider, vous, dans vos projets ou vos processus d'innovation. Donc, TRIZ, petit rappel, théorie pour la résolution inventive de problèmes, théorisé par Altshuler, et le principe, c'est que finalement, on peut trouver des similarités entre des problèmes et des solutions qui viennent de domaines différents. En particulier, en passant à un niveau d'abstraction supérieur, on va pouvoir s'inspirer de problèmes déjà résolus dans d'autres domaines pour résoudre des problèmes dans notre propre domaine. Et on pourra également traiter de la même façon ces problématiques. Ce passage à un niveau d'abstraction supérieur va se faire via le concept de la contradiction. Donc ici, je vais rappeler les principales notions que je vais utiliser ici, donc qui viennent de TRIZ, mais aussi de la conception inventive. Donc premièrement, les paramètres. Donc les paramètres d'évaluation vont permettre de mesurer l'influence positive ou négative d'une action du designer sur le système. Et cette action du designer se fera via des paramètres d'action. Ce seront donc des paramètres modifiables du système qui vont influencer des paramètres d'évaluation. La contradiction, c'est est-ce que vous voyez bien mes slides ici? Alors, on les voit, mais moi, je vois toujours le... Ok. Donc, ouais, il semblerait que ce soit bon. Donc, la contradiction, c'est une formulation indépendante du domaine des problèmes. La contradiction va être une contradiction entre deux paramètres d'évaluation. Lorsque on va réussir à améliorer un paramètre d'évaluation du système en modifiant un paramètre d'action, on va, dans le même temps, dégrader un autre paramètre d'évaluation du système. Pour résoudre des contradictions,
on va utiliser donc les principes inventifs, en particulier ceux qui seront dans la matrice. Donc ce sont des solutions générales aux contradictions que l'on doit encore interpréter pour générer des solutions spécifiques à un domaine. Donc pour résumer, le processus de résolution de problèmes classique avec TRIZ et la matrice, on parle d'un problème spécifique dans un domaine. On va le modéliser sous forme de contradiction donc pour avoir notre problème générique, donc avec nos deux paramètres d'évaluation. Ces paramètres d'évaluation vont nous permettre, via la matrice, de cibler certaines solutions générales aux principes inventifs qui statistiquement sont ceux qui sont le plus à même de résoudre ces contradictions. Et derrière, on passe dans une phase d'interprétation pour générer une solution spécifique. En conception inventive, on va avoir un processus qui va se plaquer sur celui classique de TRIZ, et c'est d'ailleurs celui qu'on retrouve dans le logiciel développé par la chaire Finder. Dans un premier temps, on va construire un graphe de problème. Le graphe de problème, c'est finalement un état de l'art de toutes les solutions qui existent autour de notre système, mais ce seront des solutions imparfaites qui vont donc d'un côté avoir des influences positives sur certains paramètres d'évaluation, mais vont également avoir des influences négatives sur d'autres paramètres d'évaluation, ce qui va nous permettre d'identifier un certain nombre de contradictions. Derrière, avec certains critères, on va sélectionner quelle contradiction est la plus intéressante à résoudre, puis passer à une phase de résolution. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les parties 2 et 3, puisque moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout la partie 1 et la construction du graphe de problème, et en particulier l'identification des contradictions. Donc, le graphe de problème, ça ressemble à ça. Donc, dans le logiciel Finder, on a des problèmes et des solutions partielles. Les problèmes seront en rouge, les solutions partielles en bleu. Et donc, un problème va pouvoir être résolu par une solution partielle qui va générer un nouveau problème. À chaque problème, on va associer un paramètre d'évaluation et donc on va pouvoir identifier facilement des candidats contradictions. Et à chaque solution partielle, on pourra aussi associer un paramètre d'action. Actuellement, ces graphes sont souvent construits à la main. Donc non seulement ça prend beaucoup de temps, mais ce sont des experts qui les construisent, et un expert, même s'il est un expert, il peut ne pas connaître certaines informations ou oublier des choses. Et donc, nous, dans la chaire AIR, ce qu'on essaye de faire, c'est introduire des approches d'IA pour essayer de réduire cette incertitude sur le graphe de problème, parce qu'on sait bien que si dès le début, on ne choisit pas la bonne direction pour résoudre notre problématique, on ne va pas arriver à une solution qui sera satisfaisante. Donc, dans cette deuxième partie, je vais parler un peu d'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA? Qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? Ça va être rapide, mais c'est juste pour que tout le monde soit bien dans le bain. En 2023, quand on parle d'IA, en fait, généralement, on va parler de réseau de neurones parce que c'est l'approche la plus connue. Un réseau de neurones, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est une fonction mathématique qu'on va appeler f, qui est construite pour approcher une fonction idéale qu'on va appeler g, qui est inconnue sauf en certains points. Alors pour le coup, pour l'instant, j'imagine que personne ne comprend rien, mais on va faire un petit exemple et tout sera très vite très clair. Donc notre petit exemple, c'est de la classification d'images, et donc notre but, ça va être de classifier des images comme étant un chien ou un chat. Ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir dessiner notre fonction objectif qui, à chaque image de chien, va renvoyer par exemple 1, et à chaque image de chat, va renvoyer par exemple 0. On a 6 images en entrée, donc il faut imaginer qu'on a un certain nombre de pixels en entrée. Je l'ai dessiné sur un graphe 2D, donc là, si on devait l'imaginer, ce serait par exemple la valeur moyenne des pixels qu'on aurait en entrée, mais on peut très bien généraliser cette explication en multidimensionnel.
Donc, on va dire qu'une image, c'est en 1D, c'est juste un point. Donc, pour chaque image, on va pouvoir placer des points dans notre graphe qui correspondent donc à la valeur de cette fonction g qui modélise la tâche qu'on recherche. Et donc, 6 images à noter veut dire 6 points qu'on place sur le graphe. Il faut bien comprendre ici que cette fonction g qui mappe une image à 0 ou 1 selon si c'est un chat ou un chien, il n'y a pas de formule mathématique qui existe pour faire ça. Cette fonction, elle est inconnue, sauf en 6 points qu'on a définis ici avec nos 6 images. Le but, ça va être d'essayer d'approcher cette fonction inconnue avec un modèle pour reproduire cette tâche. Un réseau de neurones, c'est un modèle paramétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un réseau de neurones, ça va modéliser une fonction mathématique qui va dépendre de certains paramètres. Je vous ai mis sur la gauche un exemple de neurone. Vous avez tout à gauche les entrées. Donc, par exemple, là, ça va être les valeurs des pixels. Et pour commencer, on va calculer une somme pondérée des entrées. Les poids seront des paramètres. À cette somme pondérée, on va ajouter un seuil, donc c'est une constante, et on passe le tout dans une fonction d'activation. Quand on trace la sortie en fonction des entrées, on a une certaine fonction, et on imagine bien que si on modifie derrière la valeur des paramètres, donc la valeur des poids ou la valeur du seuil, eh bien notre fonction modélisée va être différente. Par exemple, une bosse va pouvoir apparaître là, ou la fonction va aller plus vers le bas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va prendre plusieurs neurones et les accrocher ensemble. Donc les neurones des couches supérieures vont prendre en entrée les sorties des neurones des couches inférieures. Et donc on va avoir une espèce de propagation des entrées et sorties du neurone de l'entrée vers la sortie du réseau. Et il faut imaginer que chaque paramètre de chaque neurone, c'est un potentiomètre. Et donc, en tournant tous ces potentiomètres et modifiant ces paramètres, on va petit à petit modifier notre fonction qu'on avait ici pour qu'elle ressemble le plus possible à la fonction qui modélise la tâche que l'on veut réaliser. Maintenant, il faut bien voir que notre fonction tâche, entre guillemets, G, on ne la connaît qu'en 6 points. C'est-à-dire qu'on n'aura que 6 points ici pour évaluer si, oui ou non, notre réseau de neurones réussit à accomplir cette tâche. Donc là, avec ce petit exemple, on peut conclure 2 choses. Donc la première, c'est qu'on peut reproduire une tâche à partir d'exemples et de données à noter. Donc ça, c'est très bien, puisque ça va nous servir, on va s'en servir pour TRIZ. Par contre, la reproduction ne sera fidèle que si on a assez de données à noter. Parce qu'on voit bien que si on rajoute une centaine de points ici, eh bien notre fonction f pourra théoriquement suivre beaucoup mieux la fonction g qu'elle ne la suit actuellement. Donc pour un bon apprentissage, il faut avoir assez de données à noter. Donc le AC, ça va dépendre du nombre de paramètres et aussi de la tâche. Donc il n'y a pas de nombre minimum d'annotations qu'il faut. Alors pour TRIZ, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Eh bien, avant de répondre à ces questions, il faut déjà se demander quelle tâche est-ce qu'on veut reproduire et quelles données on peut utiliser ou annoter. Le problème, c'est qu'on sait que TRIZ, c'est un processus qui généralement prend du temps et que, donc, sans surprise, on sent que ça va être difficile d'avoir accès à beaucoup de données à noter. Mais on va vous montrer que c'est pas impossible. Pour commencer, on va définir nos objectifs. Donc, nos objectifs, ça va être, on se rappelle du graphe de problème, l'objectif, c'est identifier des contradictions qui sont associées à un système technique pour derrière pouvoir sélectionner les plus intéressantes à résoudre. Pour ça, on veut pouvoir utiliser des sources d'informations externes et multiples, et on veut que ce soit relativement rapide. Cet objectif principal, on peut le découper en 2 sous-objectifs qui vont derrière diriger la construction du modèle. Premier objectif,
secondaire, ce sera identifier des phrases qui contiennent des paramètres d'évaluation, puisqu'on sait que contradiction dit paramètre d'évaluation. Deuxième tâche, identifier des relations de contradiction. Donc, on peut créer une approche générale d'identification de contradiction avec un processus en 2 étapes. Première étape, résumé automatique. On va prendre un texte en entrée, un brevet, un article scientifique, peu importe, et le but, ça va être sélectionner les phrases qui vont contenir les paramètres d'évaluation susceptibles d'être en contradiction avec d'autres paramètres d'évaluation. Donc, en sortie de ce premier bloc, ici, on va avoir donc un certain nombre de phrases qui ont été sélectionnées avec normalement des paramètres dedans. Le deuxième bloc va servir à extraire ces paramètres à partir d'un processus de reconnaissance d'entités nommées. Donc en sortie, le but, c'est d'avoir une liste de contradictions qui ont été identifiées. Donc, on va rentrer dans le détail de ces 2 blocs et on va commencer par l'identification des relations de contradiction. En ce qui concerne les données, donc moi, je me suis servi de brevets, puisque bon, étant des descriptions d'invention, c'est des documents qui assurent la présence en général d'informations qui nous intéressent de manière à pouvoir définir des contradictions. Ces brevets-là, ces brevets, on a utilisé des brevets américains parce que les brevets américains étaient faciles d'accès, donc avec USPTO, United States Patent and Trademark Office. Et notre hypothèse de travail, c'était que tout ce qu'on cherchait se trouvait dans l'état de l'art. Alors pourquoi ça? Parce que dans l'état de l'art, on va avoir un mapping de toutes les solutions de l'art antérieur qui ont été proposées, mais on va voir également en général les critiques de cet art antérieur. Donc quelles sont les limites de ces approches-là? Et on va pouvoir récupérer du coup possiblement des contradictions rencontrées par ces approches de l'art antérieur. Et nous, ce qu'on va dire, c'est que le brevet en question va permettre de résoudre toutes les contradictions qui sont rencontrées par les solutions de l'art antérieur. On a eu besoin d'annoter des données, donc on se souvient, on a toujours besoin de données annotées pour faire tourner nos modèles. On en a annoté 1600, on va voir plus tard que c'était pas assez, on a commencé par 1600. Donc là, je vous ai mis un exemple de données annotées, donc ça se rapporte à une poussette, et donc là, le principe, c'est qu'en vert, vous avez la première partie de contradiction, et en rouge, vous avez la deuxième partie de contradiction. Première partie de contradiction, c'est la phrase qui va contenir le paramètre d'évaluation qui sera amélioré. Donc ici, le paramètre d'évaluation, ça va être le confort du bébé, puisque plus les roues de la poussette ont un diamètre qui est grand, plus le confort du bébé sera assuré. Le problème, c'est que plus le diamètre des roues est grand, plus ce sera difficile de pousser la poussette. Donc la faculté à pousser la poussette, ce sera notre deuxième paramètre d'évaluation, et on aura une contradiction entre donc le confort et la faculté à pousser la poussette. Donc c'est ce genre de données qu'on a annotées, et donc on a 1600 brevets. Avant de passer à la partie modélisation, je dois vous parler du concept de représentation, qui est un concept très connu et nécessaire à la compréhension de tout ce qui suit. Donc, pour pouvoir traiter des données textuelles dans un ordinateur, on va devoir transformer ce texte en une suite de chiffres, de nombres, tout ce que vous voulez. Ça ne nous intéresse pas forcément de transformer ces chiffres ou des lettres en des nombres aléatoires. Donc, ce qu'on veut faire, c'est transformer un mot en un vecteur, mais que ce vecteur représentatif, il ait du sens. On appelle ça une représentation sémantique. Et en quoi ça a du sens? Parce que ces vecteurs ont des propriétés assez intéressantes. La propriété principale, c'est que deux concepts similaires vont être associés à des vecteurs représentation similaires. Donc, par exemple, si on a Zoé et Mégane,
et ben, a priori, les représentations de ces deux concepts vont être proches parce que c'est deux prénoms et deux noms de voitures également. Et la différence, enfin, la proximité entre ces deux représentations sera plus grande que si on prenait la représentation de soleil et la représentation de chaise. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est construire des représentations des phrases dans les brevets qui soient assez riches pour qu'on puisse savoir si elles contiennent des informations sur les contradictions. Pour construire ces représentations sémantiques, on va utiliser ce qu'on appelle un encodeur. Un encodeur, ça va être un réseau de neurones qui va construire ces représentations sémantiques. En général, ça va être une construction des représentations des mots, mais on va voir qu'on peut adapter ça pour construire des représentations de phrases. Ce qu'on va chercher, c'est des phrases première partie de contradiction pour les phrases qui contiennent des paramètres qui sont améliorés, et des phrases deuxième partie de contradiction, donc pour des phrases qui vont contenir des paramètres qui sont dégradés. Et avec ça, on peut construire un premier modèle. Donc, ce premier modèle, il comporte un encodeur qui va permettre de calculer des représentations sémantiques riches des mots. Donc mots, on appelle ça token en anglais. Ouais, on devrait plutôt appeler ça sous-mot en français, mais on va dire mots. Et nous, comme ce qui nous intéresse, c'est des représentations de phrases, on va rajouter une couche supplémentaire pour combiner ces représentations de mots. Donc l'astuce, ça avait été de créer des mots virtuels qui correspondent aux phrases, et donc derrière, construire la représentation de ces mots virtuels ou représentations de phrases à partir de représentations de tous les autres mots de la phrase et des phrases environnantes. Donc en sortie de la couche bleue, ce qu'on a, c'est un vecteur représentatif de chaque phrase. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des classeurs. Un classeur, c'est un mécanisme qui va permettre, un algorithme qui va permettre de donner un score à chacune de ces représentations. Ce qui nous intéresse, ça va être classer des phrases première partie de contradiction, classer des phrases deuxième partie de contradiction. Donc, on va utiliser deux classeurs différents. Plus le score d'une phrase est important en sortie du premier classeur, plus cette phrase aura des chances de contenir un paramètre qui est amélioré. Plus le score sera important en sortie du deuxième classeur, plus cette phrase aura une chance de contenir un paramètre dégradé. Donc ce premier modèle fonctionnait, mais on s'est très vite rendu compte d'une chose, c'est que on n'avait pas assez de données à noter, mais en même temps, c'est extrêmement long de lire des brevets et de les annoter, donc on ne pouvait pas rajouter et refaire un processus d'annotation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être inventif dans le modèle. Comment être inventif dans le modèle? En fait, on a changé le type d'apprentissage. Avant, on apprenait juste avec nos données à noter. Et là, on a décidé d'utiliser un GAN, donc en anglais Generative Adversarial Network. Le but, ça va être de rajouter une tâche, entre guillemets, inutile au réseau de neurones pendant son apprentissage. Le but étant de forcer le réseau à générer de meilleures représentations. Donc là, en quoi consistait cette tâche? En fait, on va créer une compétition entre deux réseaux de neurones et les classeurs vont essayer de prédire si une représentation est générée par un réseau de neurones ou alors si cette représentation de phrase vient réellement d'un brevet. Cette tâche qui en fait ne sert strictement à rien, dans le processus d'apprentissage, va servir à pousser le réseau à générer des meilleures représentations de phrases. Et qui dit meilleure représentation de phrases, dit décision plus facile quand il s'agit de classer comme première ou deuxième partie de contradiction. Ça, c'était la première grosse amélioration qui a été apportée. La deuxième amélioration qui a été apportée, elle se situe au niveau de la validation du résultat. Donc jusque-là, on avait en sortie un classement des phrases par probabilité de contenir un paramètre de la contradiction. Donc pour la première partie de la contradiction et pour la seconde partie de la contradiction. Mais on n'avait pas de mécanisme de validation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté
un mécanisme de validation pour dire, voilà, il y a effectivement une contradiction là qui a été extraite, on valide. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est un réseau de neurones à base de résumés automatiques qui va nous sélectionner les phrases de la contradiction. Il nous reste donc à extraire les paramètres. C'est l'objet de cette partie. À quoi ressemblent les paramètres? Donc là, je vous ai pris des exemples qu'on trouve dans les brevets américains. On va avoir, bon, je ne vais pas les citer, mais ce qu'on voit déjà, c'est que les paramètres, ce n'est pas forcément un seul mot, on va souvent en avoir plusieurs, et ça, c'est très important quand il va s'agir de modéliser cette tâche. On va être ici sur la classification de mots. Donc, classification de mots, on revient sur un processus semblable à avant, mais on remplace les phrases par des mots, le but étant toujours de construire des représentations riches des mots, avec un encodeur. Et derrière, on va pouvoir de nouveau utiliser des classifiers. La différence ici, c'est que donc, pour améliorer les résultats, on se rend compte que quand on voit plusieurs mots dans un paramètre, on se dit que si un mot est censé être un paramètre, eh bien, le mot précédent ou le mot suivant ont plus de chances d'appartenir à un paramètre également. Donc pour modéliser ces relations entre les labels qui vont être donnés, on va utiliser un champ aléatoire conditionnel. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que ça fait exactement ce qu'on veut. Donc le champ aléatoire conditionnel va permettre de modéliser les liens entre les labels via des potentiels de transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un label au mot précédent qui est par exemple un PE, eh ben, il va y avoir telle probabilité que le prochain label soit également un PE, il va y avoir telle probabilité que le prochain label soit un PA, telle probabilité que le prochain label soit autre chose. Et on va coupler ces informations sur les labels avec des informations qui viennent de l'encodeur, toujours avec ces représentations. Donc on va ajouter une information pour améliorer la construction des représentations et des scores. Dans les brevets, on s'est rendu compte que, notamment pour les PE et les PA, on a des structures syntaxiques qui sont toujours très similaires. Et donc, il y a vraiment un intérêt à tirer parti de cette similarité syntaxique pour donner ou labelliser les mots. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nos potentiels de transition entre les labels, on va les modéliser à partir d'un encodage des classes grammaticales des mots. Et donc, en fonction de la syntaxe de la phrase, eh bien, ces transitions vont pouvoir être différentes. Donc, on a parlé maintenant de notre deuxième volet de notre approche. Il reste donc à fusionner le tout et créer un modèle complet qui va pouvoir prendre des données en entrée, extraire des phrases qui contiennent des paramètres de contradiction, puis extraire les paramètres à partir de ces phrases. Et donc, la sortie, ce sera des contradictions entre paramètres d'évaluation. Donc, c'est une approche. Donc, il y a encore eu des itérations derrière, mais c'est ce type d'approche qui a été intégré dans le logiciel. Et donc, je vais pouvoir vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Juste le temps de changer le partage. Hop. OK. Donc là, ce que j'ai fait, donc c'était juste un exemple basique. J'avais pris 100 brevets à propos des trottinettes. À propos des, pardon, pas des trottinettes, des poussettes. Et donc, j'ai analysé ces 100 brevets avec mon approche. Donc, le but, ça va être de construire des contradictions et donc, on va les représenter dans un graphe. Donc là, j'ai pris 100 brevets, donc il y a forcément beaucoup de sorties. Mais ce qu'on voit, c'est donc finalement ce qu'on avait vu avant pour le graphe de problème, avec donc un problème qui va être réglé par une solution partielle, qui va entraîner un nouveau problème. Donc, par exemple, chaque sous-graphe, en fait, ce sera une contradiction qui va être identifiée.
Et donc, par exemple, ici, on va avoir une contradiction par rapport au dossier de la poussette. Ici, une contradiction par rapport à l'inclinaison et à la sécurité. Ici, une contradiction par rapport au transport et au stockage, etc., etc. Donc, toute une mine d'informations extraites automatiquement à partir des brevets. Je vais revenir sur mes slides. Pendant ce temps-là, préparez tous vos questions, puisqu'on approche de la fin. Ça revient. Et donc, c'est bon, vous revoyez mes slides, j'imagine que c'est bon. Donc, ce que j'avais fait avec, c'est que j'avais essayé en fait de l'évaluer. Qu'est-ce que ça donne si on met en face d'un humain? Donc, au milieu, j'avais mis donc un graphe construit par l'homme, et ensuite, j'avais montré qu'avec seulement 10 brevets, j'arrivais à retrouver la moitié du graphe. Donc, le point positif, c'est qu'effectivement, on arrive à retrouver des parties du graphe. Le point négatif, et donc qui amène les travaux qui suivent, c'est que on va avoir premièrement un manque d'explication sur les contradictions. Donc souvent, on a des choses qui vont ressembler à des contradictions et qui vont souvent en être, mais on ne peut pas vraiment l'expliquer. Et le deuxième souci, c'est qu'on l'a vu, si on prend un nombre très important de brevets, on va avoir un nombre très important de contradictions, et donc la lisibilité va être moins importante. Donc, ce qu'on va faire, et ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est finalement reprendre ce processus, mais essayer en ajoutant de l'explicabilité et en ajoutant une partie fusion d'informations. Donc, à base de graphes de connaissances, on construit un graphe de connaissances à partir d'un article scientifique, d'un brevet, et ensuite on fusionne ces graphes de connaissances pour avoir un graphe global qui, en fait, serait semblable à un graphe de problème. Donc, ça paraît peu clair comme ça, mais je vais vous montrer un exemple. Je vais redépartager mes slides et partager mon navigateur. Donc, voici l'objectif des travaux qui sont en cours, enfin, en tout cas de mon côté. On va, donc en vert, on va avoir des solutions partielles, en jaune, on va avoir des problèmes ou paramètres. Et donc le but, ça va être de reconstituer avec un niveau de détail beaucoup plus fin ce qui va se passer dans le système. Donc les changements par rapport à actuellement, c'est que, bon, on va toujours pouvoir repérer des contradictions, mais en plus de ça, on va pouvoir placer les solutions partielles dans le système. Donc, par exemple, on va dire que, je sais pas, on va prendre par exemple ici, on va dire que cette solution partielle va être arrimée ou va être associée à cette partie du système. Et le fait qu'on rajoute ces informations déjà sur la position de la solution qui a été proposée va permettre de faire des liens entre des solutions qui ont été proposées dans plusieurs documents différents. Donc là, chaque graphe correspond à un document, mais le but derrière, c'est que ces informations de positionnement vont permettre de regrouper les graphes. Donc là, par exemple, ce qu'on va avoir, c'est donc si on a un couteau avec une lame fixe, on va avoir une influence positive sur le fait qu'on n'a pas d'imprécision dans le montage de la lame, mais par contre, on va avoir une lame dont le bord coupant va être tout le temps exposé. Et donc, on va avoir une contradiction
entre le montage, la précision sur le montage et la sécurité dans ce cas-là. Et donc le but, c'est de généraliser ça et de travailler sur la fusion d'informations. Je reviens sur mes slides. Voilà, donc je reviens sur mes slides, juste pour arriver à la fin de ma présentation et vous remercier pour votre attention. Et donc, je suis là pour répondre, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je pense que les questions ne sauraient tarder. Alors, j'en ai une qui nous vient de William. Alors, question. Ah non, d'abord, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. Hein. Une question de Marc. Avez-vous appliqué ça sur un cas concret avec des résultats concrets? Et si oui, lesquels? Merci. Alors non, en fait, j'ai pas eu le temps d'appliquer encore sur des vrais cas. Enfin, pour l'instant, en fait, le seul cas d'étude que j'avais fait, c'était en comparant finalement un graphe généré par un humain et les graphes que je génère moi avec mon approche. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que généralement, quand l'utilisateur reçoit une série de sous-graphes comme ça, même si les informations sont intéressantes, il va y avoir du mal, ça va prendre beaucoup de temps en fait d'étudier ça. Et c'est pour ça qu'on est parti directement sur cette deuxième approche qui vise à fusionner les graphes. Merci. Alors, peut-être pour compléter un peu ta réponse, Guillaume, on travaille avec des cas concrets et les industriels de la chair, forcément. Alors, peut-être pas sur les nouveautés auxquelles vous venez d'assister par la présentation de Guillaume, mais avec les anciens modèles qui, eux, nous aident dans deux domaines par rapport aux industriels partenaires. Hein. Déjà, des états de l'art automatiques. Quand je dis état de l'art, c'est des synthèses de documents type brevet ou article scientifique. Comment ne pas tout lire et comment extraire l'essence de ce qui est utile par rapport à un cas. Un peu comme ce que ferait un service veille, mais automatisé par de l'intelligence artificielle. Et puis on commence à explorer la phase recherche de solutions avec des question answering, donc avec des outils qui nous permettent de ramener les informations d'autres domaines pouvant potentiellement constituer des réponses à une question. Pas dans le cadre du modèle que vous venez voir qui est très, très nouveau, mais dans le cadre des anciens modèles issus des thèses, oui, il y a des expérimentations. Et malheureusement, non, je ne peux pas en parler à la place des industriels pour lesquels on a travaillé, mais ce sera avec plaisir, là, en live, que vous pourrez, le 5 juillet, puisque là, on se rencontre à la région Grand Est, poser directement vos questions aux industriels partenaires de la chaîne. Je continue dans la liste des questions. William, donc, il posait une question très pratique. Mon équipe travaille sur des sujets connexes et a remarqué que l'on ne pouvait pas tout lire, tous les brevets USPTO. Certains sont des images ou des scans. Comment gérez-vous cette situation? Ou est-ce une limite qu'il faut prendre en compte? Alors nous, en fait, on a utilisé tous les brevets qui étaient sous format TXT ou XML. Mais après, nous, ce qu'on a aussi implémenté dans le logiciel, c'est que vous pouvez importer les brevets issus d'autres outils de providers de brevets. Et donc, si eux ont fait le travail d'extraction de ces brevets-là, ils sont utilisables également dans le logiciel. Donc, c'était juste en fait au moment de l'entraînement où j'avais utilisé des brevets américains. Maintenant, au moment de l'utilisation,
là, vous pouvez utiliser des providers de brevets classiques. Merci beaucoup. Je continue avec les questions. Donc, je pense qu'il serait intéressant de voir une application sur un cas concret industriel avec une entreprise. De la part de David, eh bien, avec grand plaisir, si vous réussissez à les convaincre de venir parler. Moi, je peux vous dire qu'il y en a parce qu'on est sous le sceau de la confidentialité avec eux. Du coup, je ne peux que relayer votre demande, que je trouve très légitime, et demander à ce qu'ils s'expriment eux-mêmes sur leur cas d'étude. Mais je pense que c'est évidemment nécessaire. Une approche théorique ne peut être que suivie d'expérimentation pour être validée. Et c'est pour ça que c'est une chaire industrielle, hein, et pas une chaire de recherche. Notre but, c'est vraiment d'appliquer ce que l'on fait. Notre terrain de jeu, c'est les projets de R&D à vocation de rupture, à vocation inventif. Et j'espère qu'on finira par avoir des témoignages. À partir du moment où un produit commence à être commercialisé et que la barrière de la confidentialité pour les dépôts de brevets est franchie, je pense que là, les langues vont se délier et on en parlera. Voilà. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont sous le sceau de la confidentialité, malheureusement. Mais je vous invite encore une fois à interpeller directement le 5 juillet les industriels. J'espère qu'ils seront tous les 8 présents et qu'ils oseront parler tout parti de ce qu'on a fait avec eux. Alors, je reviens sur la conversation. Merci Guillaume. De la part de Salim, est-ce que l'approche permet de différencier entre contradiction administrative, technique et physique? Une question trisienne, Guillaume. Quelqu'un qui a lu Althusser. Bah, en fait, donc nous, on va extraire les paramètres d'évaluation et les paramètres d'action. Par contre, au moment de former les contradictions, on va plus se fier qu'aux paramètres d'évaluation et les paramètres d'action, on va juste les rajouter à la solution partielle si jamais on les trouve. Et donc, globalement, c'est plutôt des contradictions techniques qu'on va récupérer parce que souvent, c'est ce qu'il y a dans les brevets, en fait. Oui, je vais compléter hein, pour Salim. Contradiction administrative, oui, puisque c'est ce qu'on va pouvoir apparenter à la captation des problèmes. Donc, une contradiction de niveau un peu plus générique, euh, dans un seul sens, et dans lequel la contradiction est encore ambiguë. Donc oui, pour les contradictions administratives, mais ce ne sera pas dans ce cas-là les contradictions qu'on repère, ce sera plutôt les problèmes. Technique, oui, comme vient de le dire Guillaume, et physique, moi je dirais oui aussi parce que on arrive à capter le PA, hein, Bah, en peut-être fait, pas forcément. ça va dépendre si le PA est présent ou pas. C'est-à-dire, si le PA il est Ça. présent, du coup, oui. Mais s'il n'y a pas de PA, ce sera technique. Voilà. Je vais encore ajouter un truc, c'est que le PA, on va le trouver parfois, mais on va aussi parfois trouver la valeur du PA, mais 95% du temps, on ne trouve qu'une valeur, donc un adjectif. On vous dira qu'un écran est petit et que ça agrandit et que ça améliore la transportabilité, mais très rarement, dans la même phrase, dans le même texte, on vous dira que si l'écran est grand, on aura plus de visibilité. Du coup, pour la contradiction physique, ben, on aura probablement qu'une partie de cette contradiction. Alors, si je vais faire un dernier tour sur la partie question answering, il y a 2 endroits où j'ai vu que les questions sont posées. Et s'il n'y en a plus, eh ben, on va pouvoir finir dans les temps. J'espère que j'ai oublié personne. Ah, non, je pense que j'ai oublié personne. Donc, merci encore, Guillaume, pour ta présentation, tes explications. Et puis, on attend tous avec impatience le résultat de ton travail dans Finder pour le coup, faire des vraies expérimentations avec des cas réels industriels. Euh, on finit, comme il est de tradition, en annonçant la prochaine intervention.
Donc la prochaine intervention, même endroit, même heure, mais dans 15 jours. Donc ce sera le volet 4 de ces webinaires. C'est Ilias qui fera cette intervention et je vais, en guise de teaser, demander à Ilias d'ouvrir son micro et puis de se présenter, de présenter un peu, de nous donner un peu l'eau à la bouche pour que la plupart des gens qui sont là reviennent dans 15 jours assister à la présentation d'Ilias. Ça marche. Et du coup, bonjour tout le monde. Pour ne pas faire trop long, laisser un petit peu de choses pour le webinaire prochain. Donc, moi, c'est Ayo Ilias. Je suis le dernier doctorant arrivé à l'équipe. Donc, je suis en première année actuellement. Et ce que je vous présenterai sera en lien plutôt avec la partie solutions, donc trouver des solutions, dans le contexte où on a des données qui sont, hyper massives dans le contexte actuel. On a un volume énorme de données et en même temps des données de types différents. On peut très bien tacler des documents de type brevet, mais peut-être ignorer des informations intéressantes dans des articles scientifiques et vice-versa, même dans parfois des ressources autres moins traditionnelles. Et donc, l'idée sera de présenter certaines avancées qu'on est en train de mener pour aller d'un problème en innovation à une solution inventive tout en naviguant toutes ces masses de données à l'aide, bien sûr, de l'IA et de TRIZ. Donc, je vous dis, on se retrouve d'ici 2 semaines. Voilà. Bien, il nous reste à vous remercier pour vos questions, votre participation. Merci encore une fois à Guillaume. Et puis, on vous retrouve avec plaisir dans 15 jours pour le 4e volet sur 5 des webinaires de la chaire IA. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.